Décryptage. L'invité de Maurice Guelton ce matin, Jean-Pierre Philibert, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Dans quelques jours, les débats débuteront sur les orientations budgétaires, des discussions bientôt au Parlement. Ce sera le baptême du feu en quelque sorte pour les nouveaux venus au Sénat. Bonjour Jean-Pierre Philibert. Bonjour. Vous êtes président de la FEDOM depuis avril dernier, la Fédération des entreprises des départements d'outre-mer. À peine élu, vous êtes donc ici aux Antilles-Guyane, Jean-Pierre Philibert, pour un message très clair. Les patrons doivent tenir compte du contexte difficile dans lequel se trouve la France, dans laquelle se trouvent les finances publiques de la France. Message compris ? Oui, alors vous dites, les patrons, les chefs d'entreprise doivent tenir compte naturellement de la situation de la France, la classe politique aussi. Les chefs d'entreprise, parce que naturellement, ils sont aujourd'hui confrontés à l'impérieux besoin, en sortie de crise, d'investir, de créer des richesses, de développer leurs entreprises, mais la classe politique également, qui a un exercice compliqué devant elle avec une loi de finances dans le contexte que nous connaissons et qui suit un plan de réduction des déficits publics, doit également tenir compte de cette difficulté-là et veiller à ce que nous ayons les meilleures lois fiscales possibles pour, encore une fois, le développement de nos entreprises. Contexte économique difficile, on l'a dit, puis contexte politique pas évident non plus, puisque là, on vient de vivre le renouvellement du Sénat, il y aura des législatives l'an prochain, puis surtout, il y aura cette élection présidentielle, et il faudra donc que tous les candidats, cette élection majeure pour la France, soient informés de la situation en Outre-mer, et ça, c'est facile ? Alors, oui et non. Ce qui est difficile, c'est que le regard sur l'outre-mer a changé depuis un certain nombre d'années. Il était sans doute anormalement bienveillant parce que un tout petit peu protecteur, un peu paternaliste sur l'outre-mer il y a quelques années. Il est devenu aujourd'hui strictement budgétaire, c'est-à-dire par un bout de la lorgnette qui n'est pas celui que nous souhaitions. Et je crois que la première de nos difficultés, c'est de faire comprendre à l'ensemble de la classe politique, et notamment à la classe politique métropolitaine, que l'outre-mer, c'est une chance pour la France et pas une charge. C'est difficile lorsqu'on sait qu'on est plutôt vu comme étant des sortes de pleureuses de la République, on va dire ça ? Parce que je crois qu'on a eu trop souvent une attitude défensive vis-à-vis des élus en disant un petit peu que encore 5 minutes, monsieur le bourreau, encore un peu de subvention, encore un peu de défiscalisation, encore un peu de ceci, encore un peu de ça. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui, ça fait partie des objectifs de mon voyage, d'abord aux Antilles et en Guyane, et puis dans quelques jours à La Réunion, puis dans l'ensemble de l'outre-mer, car nous représentons non plus les départements, mais l'ensemble de l'outre-mer française. C'est effectivement peut-être que nous ayons une réflexion sur le changement de modèle économique pour l'outre-mer. Car au fond, aujourd'hui, quel est notre véritable handicap ? C'est un handicap qui est triple, le handicap de l'éloignement. Alors je crois que ça, tout le monde peut le comprendre. Le handicap d'un marché étroit, c'est un tout petit peu plus difficile à faire comprendre. Et puis le troisième, c'est que nous avons un environnement international qui est un environnement concurrentiel, mais concurrentiel au niveau des salaires, c'est-à-dire dans un domaine où naturellement nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas concurrencer nos voisins. On ne va pas faire une politique de bas salaire pour pouvoir être compétitif. Donc nous demandons à ce que le politique, la classe politique, dise où elle veut emmener l'outre-mer, quelle est sa vision de l'outre-mer, où veut-on aller, ensemble, je l'espère, et avec quels moyens. Et en oubliant que certaines idées préconçues, ces schémas très classiques, l'outre-mer coûte cher, point final. Alors l'outre-mer coûte cher, mais l'ensemble des politiques publiques, et notamment en France métropolitaine, coûte cher. Ce qu'il faut bien comprendre pour vos auditeurs, c'est que l'argent public que met l'État en Martinique n'est pas, l'argent du moins ne met pas plus d'argent en Martinique, l'État, qu'il n'en met dans des départements métropolitains de même taille, de même population. Simplement, il le met différemment. Exemple, dans un département métropolitain, vous allez avoir des gros équipements structurants, il y a du TGV, il y a des autoroutes, il y a un certain nombre, il y a aussi de l'énergie, alors un vrai débat, en fait, de l'énergie nucléaire, alors qu'on sait que notre énergie solaire est un petit peu dans le cadre du moratoire, est un petit peu en sommeil. Bref, l'État met de l'argent pour développer des équipements qui vont tirer nos entreprises, dont vont bénéficier nos entreprises et la population et qui vont nous tirer vers le haut. En Outre-mer, on met de l'argent pour compenser le handicap, et encore insuffisamment. Ce qui veut dire que naturellement, c'est un peu plus compliqué pour avoir des équipements, pour financer des équipements structurants qui vont tirer nos territoires vers le haut. Alors à qui la faute? Est-ce à la classe politique qui ne comprend pas notre situation? Est-ce la faute aux entreprises martiniquaises qui ne savent pas vendre leurs projets? À quoi c'est dû tout cela?
Non, je crois qu'il y a, vous avez raison, une méconnaissance profonde de l'outre-mer. Je crois que si nous devons avoir un rôle tous ensemble, je dis bien tous ensemble, c'est pour ça que je vais aussi rencontrer les élus aujourd'hui, les nouveaux élus, et puis le président de la région, la présidente du Conseil général, un certain nombre de parlementaires, c'est qu'il faut que nous ayons, face à la vraie difficulté d'exister, de nous développer, un discours dans le respect des différents, dans le respect du rôle de chacun, mais un discours qui soit convergent. Je crois qu'on doit d'abord expliquer ce qu'est l'outre-mer. Voyez-vous, moi ce qui me frappe, depuis un certain nombre d'années, moi qui ne suis pas un ultramarin, enfin, je suis un ultramarin par racine, mais d'une autre île étrangère, l'Irlande, mais je suis frappé par cette méconnaissance de l'outre-mer. Il y a outre-mer une formidable capacité à entreprendre, il y a une formidable énergie. Je voudrais qu'on ne pense pas à l'outre-mer qu'à l'occasion des Jeux Olympiques ou parce qu'il y a d'excellents joueurs dans les équipes de football, de handball ou de basket qui sont ultramarins. Je voudrais qu'on parle et qu'on pense à l'outre-mer autrement. On en pense comme étant, encore une fois, cette formidable capacité à entreprendre. C'est donc le pavé que vous lancez dans la mare des parlementaires qui ne savent pas défendre nos projets finalement. D'abord, ils ne sont pas nombreux, les parlementaires ultramarins. Mais ceux qui sont là, ils existent, ils ne seront pas plus nombreux alors. Je veux pas décerner un satisfecit aux uns ou aux autres. Parce que nous sortons d'une campagne, oui. Jean-Pierre Philibert, et que nous avons souvent entendu certains candidats dire que les sortants n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour défendre les intérêts de la Martinique. Alors, vrai ou faux? Non, écoutez, ça, je ne veux pas commenter ce que peut être une campagne électorale ou les résultats. Moi, je connais les parlementaires ultramarins lorsqu'ils sont à Paris, qu'ils siègent. En général, ils sont extrêmement présents dans tous les textes qui intéressent l'outre-mer. Il y a eu, depuis quelques mois, un certain nombre de dossiers importants. Je pense à la résorption de l'habitat insalubre, le vote du FIP Outre-mer, d'un fonds d'investissement de proximité pour l'outre-mer. Les parlementaires ultramarins ont été présents. La vraie difficulté, c'est que parfois, ils sont un peu seuls. Notre tâche aujourd'hui, c'est bien entendu de travailler avec eux, de leur donner des arguments, etc. Mais c'est aussi de convaincre tous les autres, les parlementaires métropolitains, de ce que, encore une fois, pardon de me répéter, mais c'est tellement important, et je voudrais le dire avec conviction, que l'outre-mer, ça n'est pas une charge, c'est une chance. Soyons-en convaincus, mais je dis bien, les candidats... Doit-on s'attendre à une énième campagne de promotion comme on l'a fait dans d'autres secteurs, pour essayer d'infléchir cette vision qu'on peut avoir de nous? J'aime pas le mot de campagne de promotion. La promotion, alors de lobbying, si vous préférez. De lobbying. Oui, c'est pas, le mot ne me choque pas, mais la promotion, elle doit être permanente. On ne peut pas parler de l'outre-mer pendant 2 mois, 3 mois, parce qu'on va faire une campagne pour dire regardez comme c'est bien, regardez comme on est fort, regardez comment on sait entreprendre, etc. Ça doit être quelque chose de permanent, par l'exemple, par ce qui fait, par les réussites que l'on doit mettre en avant, les réussites industrielles, les réussites économiques. Mais il faut également, je le redis, on va rentrer dans une séquence électorale majeure. La présidentielle, c'est l'acte, c'est déterminant, c'est ce qui va fixer les grandes lignes pour les 5 années à venir. Et je crois que c'est là où il faut que nous ayons, avec tous les candidats, ce discours de vérité sur l'outre-mer. Alors, il y a de la cohérence, c'est ce que vous demandez, de la constance. On l'a dit, on va bientôt rentrer dans une fenêtre de discussion concernant les orientations budgétaires. Il faut s'attendre à quoi, puisqu'on parle de rigueur nationale, tout le monde doit participer à l'effort. Qu'est-ce qui peut se passer pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les autres régions? Alors j'aime bien votre expression, tout le monde doit participer c'est ce que dit le gouvernement. Absolument. Et l'outre-mer n'a jamais demandé à être dispensé de l'effort et de la rigueur. Simplement, il ne faut pas qu'elle soit plus pénalisée que les autres. Or, j'ai observé dans le plan de réduction des déficits publics qu'on nous a présenté que la seule mesure ciblée, en dehors de toutes les autres qui concernent et qui impactent l'ensemble de la collectivité, la seule qui est ciblée, c'est une mesure outre-mer, c'est la suppression d'un abattement de 30% à l'impôt société 2 années après, à peine après le vote de la 2DE. C'est ce qui gêne justement en outre-mer, non? Alors ce qui gêne sur l'outre-mer, c'est précisément cette instabilité juridique, législative, qui fait qu'on vote quelque chose et puis 2 ans après, on le remet en question. Tous les gouvernements qui se sont succédés, alors là je remets gauche et droite dans le même panier si vous me permettez, n'ont pas, et c'est vraiment ce que nous appelons de nos voeux, n'ont pas eu cette effet de constance, de stabilité juridique et législative. Vous savez, il n'y a rien de pire pour les entreprises que d'évoluer dans un cadre qui évolue chaque année.
Je crois qu'on a besoin d'avoir de la visibilité. Et comment de la expliquer qu'on cohérence. arrive à un tel niveau de prise de décision, de pouvoir de décision, et qu'on n'a pas conscience de cette règle élémentaire que demandent les chefs d'entreprise, de la constance tout simplement, Bah, de la écoutez, visibilité? c'est peut-être que parce que nous n'avons pas encore été suffisamment persuasifs et qu'il faut l'être beaucoup plus. C'est ce que vous dira Marie-Luce Panchard ce soir? C'est ce que je dirais à Marie-Luce Panchard, mais elle le sait, je lui l'ai déjà dit. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Philibert. On rappelle que vous êtes le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des départements d'outre-mer. Et demain, nous aurons Marie-Luce Panchard ici à Martinique. Bonne journée.